j'ai le plaisir de demander à Fanny Jeune et à Sophie Mario-Michaud de venir sur la tribune pour que je puisse vous les présenter. Sophie Mario-Michaud et Fanny Jeune ont évidemment contribué en tant que membres de la NDRH à la production de ce livre bleu, puisque maintenant nous avons bien compris de quoi il s'agissait. Alors, je vous en prie, mesdames. Installez-vous bien. Pour vous les présenter, Fanny Jeune est DRH de Veralia Packaging, qui est une émanation de Saint-Gobain. Pour être plus précis, c'est une entreprise industrielle qui fabrique des bouteilles et des bocaux en verre à usage alimentaire. Donc on est dans l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas d'un secteur d'activité qui est peu féminisé, c'est moins de rien de le dire, 10-15%. Donc c'est un enjeu où les femmes sont RH et où les hommes sont à différents degrés de l'organisation, avec de toute façon un fort enjeu de féminisation. Donc merci d'être avec nous. Sophie Mario-Michaud. Depuis 2002, vous êtes responsable des ressources humaines de SANEF pour la région Est, alors qui va jusqu'à Lyon et qui remonte très haut dans l'Est. Vous êtes, et ça comprend plus de 1000 salariés. Vous avez assuré des fonctions de RRH, de responsable des relations sociales et paye. Vous avez créé la fonction RH dans des filiales de moins de 100 salariés. Et par ailleurs, depuis 20 ans, vous êtes également juge au prud'homme. Par ailleurs, parce que vous avez en plus un investissement fort, vous êtes également trésorière nationale de l'Association nationale des DRH. Alors, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu ce groupe de travail et de vous expliquer pourquoi, effectivement, Marlène Schiappa, qui est donc la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a préfacé ce livre blanc. Alors, quelle était finalement la genèse de ce livre blanc ? C'était en partie, dans le contexte que l'on connaît il y a quelques mois, MeToo. C'était cette explosion médiatique qui montrait que la société remettait en cause finalement des pratiques qui s'avéraient inacceptables depuis longtemps, mais qui n'étaient pas sous le feu, finalement sous les feux des projecteurs. Évidemment, les RH ont été interpellés et évidemment, ils se sont interrogés sur la façon dont ce nouveau contexte social interrogeait leurs pratiques et où est-ce qu'ils en étaient finalement et ce qu'il fallait faire, puisque visiblement la société attendait un cran de plus par rapport à cet ensemble de sujets. Donc ils se sont réunis, plus de 37 participants, 27 groupes locaux, donc quelque chose de très large et qui a regroupé les préoccupations de RH, de taille, de secteurs d'activité, de régions extrêmement variées, et qui a montré que c'était vraiment un sujet qui les préoccupait, puisque l'objectif c'était toujours l'amélioration des pratiques professionnelles. Alors, peut-être avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Sophie Mario-Michaud et Fanny Jeune, pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à ce groupe de travail à titre personnel ? Voilà. Le premier intérêt d'un groupe de travail, c'est de sortir de l'isolement, parce que la fonction ressources humaines isole, ce sujet en plus isole, et de se dire que même si nous avons des valeurs, des principes qui peuvent être dans l'entreprise, le respect, l'écoute sont incontournables. Ces sujets ultra-sensibles nécessitent de pouvoir au moins étalonner, échanger et sortir de son univers un peu fermé qui est, oui, il y a le code du travail d'un côté, mais humainement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation de souffrance au travail ou de harcèlement ? Merci. Fanny Jeune ? Alors, moi, quand j'ai reçu le mail et la proposition d'échanger sur ce sujet, évidemment, je me suis sentie concernée parce que, comme les statistiques le prouvent, je pense que j'échappais pas au fait qu'à un moment donné, dans ma vie professionnelle, j'avais été ou victime d'agissements sexistes, peut-être pas de harcèlement, mais en tout cas, on dit souvent que c'est la première étape où ça crée un terreau favorable. Donc, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de comparer notre situation Veralia à celle des autres, et surtout, je me suis dit, j'ai pas d'idée précise de la manière dont ce sujet est traité en interne, puisque moi, je ne porte pas le projet, je ne porte pas le sujet, et si je le porte pas en tant qu'RH, personne ne le fera à ma place, et finalement, ça m'a permis aussi de prendre conscience, et j'ai eu envie de m'investir pour aller investiguer ce qui se passait en interne. Donc ça a eu cette vertu, et on en parlera tout à l'heure. Moi, ça m'a permis de mettre en place des actions que j'aurais peut-être pas menées si on n'avait pas été interrogé sur ce sujet, ou si ça n'avait pas été un sujet prioritaire. Très bien. Alors,
Ce groupe de travail, il a abouti notamment à mettre en évidence le fait que les RH avaient besoin de repères. Disons, quand on parle de harcèlement sexuel, est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce que c'est un certain contexte? Et quels sont les repères qu'il faut avoir en tête? Sachant qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça de repères. Or, pour poser le sujet, pour commencer à lancer un groupe de travail en interne, dire il faut mettre en place des procédures, il peut y avoir la loi, mais il faut aussi des déclencheurs. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet sur cette question de l'ampleur du phénomène, plus répandu qu'on ne le croit. Vous verrez dans les verbatims, peut-être un des produits de sortie, ça a été de dire, mais finalement, si j'ai une longue carrière RH et que je n'ai jamais eu à traiter un cas de harcèlement sexuel, il y a probablement eu un problème de mise en évidence du sujet. Ce qui est une prise de conscience difficile pour des professionnels, mais c'était déjà une prise de conscience en disant je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver dans mon organisation. Et le fait de ne pas avoir de cas avérés ne doit pas me dédouaner de mettre en place évidemment tout ce qui permettrait de faire parler éventuellement les victimes. Donc un phénomène plus répandu qu'on le croit. Par ailleurs, une obligation de prévention et de protection renforcée. Donc on a bien un cadre et on a bien des obligations. Et comment est-ce qu'on les fait vivre et comment est-ce qu'on les met en place? Et puis, le souhait de mettre en évidence les difficultés propres au RH, puisque c'est notre angle, en disant, et une fois qu'on connaît ces bonnes pratiques, est-ce qu'on peut partager ce qui sera de toute façon toujours délicat à traiter? Parce que c'est aussi un devoir qu'on a vis-à-vis des jeunes professionnels de leur dire d'emblée, quand bien même votre entreprise aurait mis en place tout un tas de choses, il y a un certain nombre d'éléments qui sont inhérent à la particularité même du harcèlement sexuel en entreprise. Donc, un certain nombre de repères qu'il fallait donner, puisque un des premiers points qui a été mis en évidence, c'est qu'il fallait être capable de caractériser. C'est-à-dire, avant d'agir, c'était l'un des résultats du groupe de travail, il faut pouvoir caractériser et définir le harcèlement sexuel, déjà. Le distinguer de la blague lourde, le distinguer de ce qui serait acceptable ou non acceptable. Et que déjà, il y a des définitions qui existent, et donc le livre reprend des situations très précises. Voilà, ça c'est du harcèlement, ça c'est de l'agression, ça c'est du sexisme. Donc le fait de caractériser est apparu comme un point important. Le fait d'être capable de prévenir, et on verra que c'est un sujet qui doit mobiliser l'ensemble du corps social. Être prêt à réagir, ne pas attendre d'être confronté pour la première fois à une situation de harcèlement sexuel. Il faut aussi être préparé pour dire, et si ça devait arriver, par où remonte l'information, qu'est-ce qu'on met en place, et on va y revenir. Et puis, quelles sont les voies de recours, c'est-à-dire quels sont mes interlocuteurs quand je suis, moi, RH, confronté tout seul à cette situation, vers qui je peux me tourner, quels sont les experts, quels sont les autres acteurs de l'entreprise qui vont pouvoir m'aider là-dessus. Alors peut-être un des points de sortie aussi qui est apparu, c'est que il y a un risque à faire de la fonction RH l'interlocuteur de ce sujet, une fonction féminisée qui porterait sur elle cette question du harcèlement sexuel qui statistiquement touche plus les femmes. Et donc le premier point sur lequel tout le monde est atterri, c'est de dire ça ne doit pas rester un sujet de RH et ça ne doit pas rester un sujet de femmes, sous peine d'enterrer la solution finalement avec le sujet. Et donc tout le monde doit se sentir concerné pour obtenir une culture de la tolérance zéro. L'objectif étant de dire si on est dans une entreprise où finalement, parce que ça n'est pas clair ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, finalement, on se demande si on est dans le sanctionnable ou pas. Et donc, il faut déjà mettre en place tous ces éléments. Et on verra que la question du sexisme, on y reviendra avec Brigitte Grésy, résiste un peu, parce que c'est peut-être un peu trop frais encore dans la société pour qu'on soit tous à réagir au bon moment. Le deuxième point, c'est la question de la réaction et comment est-ce qu'on réagit aux faits. Donc d'abord, il faut former et sensibiliser. Alors peut-être sur ce point de former et sensibiliser, est-ce que vous avez un témoignage ou une envie de rebondir sur ce point par rapport à ce que ça vous a apporté ou ce que vous avez mis en place dans vos organisations ? Deux choses. Il y a au sein de l'ANDRH Champagne, nous avons été confrontés, nous sommes un groupe de 60 adhérents, à 2 situations de harcèlement sexuel qui ont été... dont la première a été dramatique parce qu'il y a eu suicide des 2 personnes. Et la deuxième est en cours et le RH est aussi en difficulté parce qu'il ne sait pas par quel sujet prendre, quelle démarche avoir. Et dans cette situation, le groupe de travail, les réflexions dans lesquelles j'étais aussi, parce qu'au niveau de Sanef Autoroute, j'ai dû mettre en place une
façon de procéder pour éviter de nous éparpiller. Nous avons, entre l'association et ma pratique, on a pas mal échangé pour ne pas rester isolé dans son coin, comme je disais tout à l'heure, se structurer et décider de qui fait quoi sur quel sujet. Donc je reviens sur la pratique. Pour être moins tragique que le premier exemple que j'ai cité, le fait d'être dans un secteur d'activité autoroutier où il y a beaucoup d'hommes en jaune sur le terrain, isolés par petites entités de 50 personnes, quelques femmes, on peut avoir des situations où il y a du relationnel un peu compliqué et une hiérarchie qui met un couvercle sur le problème. Et lorsque les situations sont trop complexes, trop compliquées, à un moment donné, ça ressort par des tracts, ou ça ressort par une question d'épée, ou ça ressort par un entretien. Et donc la première chose a été de se mettre autour de la table en termes de procédure pour se dire, bon, quel est le rôle de chacun ? Sans jugement, comment traiter cette situation et éviter de répondre à une injonction du médecin du travail qui était séparer les deux personnes, vous en mettez un à Strasbourg et un à Metz, et comme ça, plus de problème. Ce qui était fuir le sujet, puisque personne ne traitait le sujet et qu'on pensait que la mobilité géographique résolvait. Donc nous n'avions pas de solution. En revanche, définir entre nous les rôles de chacun, se voir régulièrement et avancer, c'était une chose. Capter ce qui s'est dit dans les groupes de travail pour s'en imprégner. Je sais que j'ai envoyé à un moment donné au groupe de travail et à vous, Bénédicte, une sorte de procédure que j'avais présentée au CHSCT qui n'était pas très actif non plus. Et bon an, mal an, ça a mis tout le monde dans le circuit. Pour terminer rapidement sur l'aspect ANDRH Champagne, le fait de s'écouter sans jugement, sans ligne hiérarchique, peut permettre à certains d'avoir l'oxygène pour se dire, bon, eh bien, je vais me faire aider par un avocat, je vais me faire aider par un conseil, je vais me faire aider par un consultant, et de ne pas rester à tourner en rond dans une problématique locale. Voilà. Merci Sophie. Fanny, sur l'enjeu de formation et de sensibilisation de tous pour qu'il y ait une espèce de culture de tolérance zéro. Oui, tout à fait. Donc, au sein de Veralia, on n'a pas eu de cas de harcèlement. Alors, par rapport à ce que vous disiez, peut-être qu'on ne les a pas vus non plus. Donc, moi, j'ai organisé des groupes de réflexion au départ féminins, ce qui m'a valu quelques sarcasmes de la part des hommes qui considéraient que si c'était un sujet féminin, enfin en tout cas de femmes, ils ne se sentaient pas concernés et que finalement notre action allait être rapidement arrêtée. Donc, on s'est rencontrés et on a décidé d'ouvrir le débat et de l'élargir à tous, parce que si on restait enfermé dans notre communauté, les choses n'allaient pas prendre sur le terrain. Donc on s'est dit, pour comprendre ce que vivent les femmes, pour comprendre ce que c'est qu'un agissement sexiste ou une blague pas drôle, peut-être qu'on va inverser les rôles. Donc nous, on a voulu rendre le tout un peu ludique. On a fait appel à une troupe de théâtre et on a mis en place des espèces de petits jeux de rôle où l'homme devenait la femme devenait l'homme, et on s'amusait à inverser les rôles et à poser le même type de questions qui peut être parfois dérangeantes, à porter le même regard, à faire le même type de blagues et voir ce que ça générait, ou en tout cas ce qui pouvait émerger après ces pièces. Alors c'était au départ pris avec un peu d'humour, peut-être un peu d'humour, pas forcément bien pris. On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, et ça a au moins ouvert un débat en interne, et chacun a pu parler de ce sujet sans le tabou qui était à l'origine de, en effet, si on peut plus faire de blagues, si on peut plus séduire, si on n'est plus dans une relation simple d'homme à femme, le monde de l'entreprise va devenir sinistre. Donc ça a été le premier message d'ouverture. Et le second, ça a été d'associer clairement le COMEX, qui est donc composé à 98% d'hommes pour ce qui nous concerne, parce qu'on s'est dit que la tolérance zéro, elle passera aussi par un message qui vient d'en haut, et peut-être que c'est dommage, mais en tout cas c'est peut-être une des voies ou un des leviers qu'on doit pouvoir utiliser, dans la mesure où le PDG et son équipe sont en phase, peut-être pas aussi convaincus qu'on peut l'être, ou aussi sensibles au sujet, mais enfin, en tout cas par la force des choses le deviennent. Donc ces 2 éléments ont fait que c'est devenu un sujet dont tout le monde parlait, et qui aujourd'hui commence à devenir courant.
Donc déjà, créer un climat où on est en capacité de reconnaître ça. On a mis dans le livre blanc aussi des checklists de gestes, de propos qui permettent de dire est-ce qu'on est est-ce que ça caractériserait, est-ce que ça pourrait caractériser un harcèlement sexuel, comment est-ce que je distingue justement la blague un peu lourde du harcèlement. On a mis par exemple un exemple de vidéo qui avait été tournée avec Guillaume Meurice qui peut être l'occasion de lancer le débat à partir d'un support qui existe et qui est assez ludique. Donc il faut pouvoir amorcer le dialogue, et puis peut-être l'intégrer, on l'a vu, dans des formations à l'EGA Pro, des formations managériales en général, qui permettent de poser le sujet et d'en faire un point récurrent. Un autre moment, c'est effectivement quand la prévention échoue, donc et c'est déjà une bonne chose pour l'organisation quand on est capable de dire ça ne va pas. Donc ça ne va pas, ça veut dire qu'on considère que c'est intolérable et qu'il faut que ça cesse. On a vu qu'il y a des obligations qui sont faites évidemment à l'employeur de s'assurer que rien ne nuise à la santé et à l'intégrité des personnes dans le cadre du travail. Pour autant, et Sophie Mariot-Michaud va revenir sur ce sujet, quand on est confronté à ça, la méthode pour mettre en place une enquête, la méthode pour établir des faits, pour s'assurer que la façon dont on établit les faits conduit à la manifestation de la vérité, on va dire, à s'assurer que la victime est entendue si elle est victime et que celui qui est accusé ou celle qui est accusée considère comme juste la sanction qui devrait être prise à son égard. On s'est rendu compte que c'était pas si évident, que ça impliquait d'avoir une méthode, d'où la nécessité de le savoir bien en amont pour dire si ça se produit, comment j'interroge les faits, qui va poser la question. Et donc Sophie, est-ce que tu peux nous partager justement la réflexion qui a fait à ce qui a abouti à ce que tu nous aies partagé, et c'est à télécharger à la fin du livre, ce que vous avez produit pour faire des guides d'entretien pour les managers notamment. Recueillir les faits, c'est effectivement mettre la personne en confiance pour qu'elle puisse s'exprimer et ne pas hésiter à dire les choses, pas forcément dans l'ordre au début, parce que nous sommes sur le terrain de l'émotionnel, sur le terrain du souvenir, sur le terrain de l'effraction entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Du coup, notre point de vigilance, c'était à minima d'avoir un binôme entre un membre du CHSCT formé et un membre de la direction ressources humaines dans le domaine de la sécurité, qui permettent aussi aux salariés qui étaient reçus de ne pas se sentir devant un tribunal, mais en même temps on avait fait un binôme homme-femme en questionnaire. Et on avait travaillé sur le questionnaire. Alors, il se trouve qu'on a eu sur la Champagne un inspecteur du travail qui s'est mouillé, qui a accepté de nous aider à construire le guide d'entretien pour que, au moins, on puisse avoir une expression, parce que rien n'est plus difficile que d'avoir des biais, des transformations, des récits, des j'ai entendu dire que. Et dans des milieux ouvriers, comme on a un mixte dans le secteur où je suis, ouvrier autoroutier, mais aussi des ingénieurs du bâtiment, donc deux profils très différents, on peut avoir des discours de surface et ne pas avoir des faits suffisamment compréhensibles. Donc nous avons pris le temps de faire ces entretiens. Et on avait aussi fait en sorte que les supports soient bien relus par la personne qui atteste en signant le document que ce qu'elle avait dit était bien ce qui était transcrit. Donc on a vu effectivement que la formation de ceux qui vont être amenés à diligenter l'enquête, que le support, tout ça était... Et donc quand on lève ce point, on se dit oui, effectivement, ça ne peut pas être... On ne l'imagine pas au moment où on rencontre une situation. Et donc vous avez des exemples dans le livre bleu. On voit que pour pouvoir faire apparaître cette situation à traiter, il faut que la parole soit libérée, pour que les victimes et ceux qui sont témoins et qui pourraient encourager la victime à parler puissent prendre la parole. Au cours pendant le groupe de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de pratiques qui pouvaient être inspirantes pour les professionnels RH, qui peuvent aller de la mise en place de cellules d'écoute à la mise en place d'une adresse mail anonyme dans laquelle on peut, disons, signaler quelque chose, pas forcément dénoncer, mais en tout cas signaler. Il y a une forme de responsabilité collective. Mais également, pour libérer la parole, comme Fanny Jeune le précisait, mettre en place des ateliers. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire pour commencer à libérer cette parole ? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement inspiré, peut-être, dans ce que vous avez entendu dans le groupe de travail ?
Alors la libération de la parole, c'est vraiment le point de départ. Moi, j'ai le souvenir en effet, cette première réunion que j'ai organisée où on s'est retrouvés. On était une dizaine de femmes autour de la table qui se sont dit qu'est-ce que je fais là. Il y a toujours une difficulté à s'exprimer sur ce sujet sans tomber dans le militantisme, le féminisme, ou la victimisation, finalement, je ne sais pas me défendre, je ne sais pas me positionner, je me sens faible, je me sens vulnérable. Enfin, il y a un mélange en effet, de plein d'émotions qui empêchent parfois une libération complètement sincère et libre de la parole. Donc, enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Madame Grandjean. Il y a eu le sujet a dérivé dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a commencé la réunion sur le sujet du harcèlement sexuel et très rapidement, on en est arrivé à la place de la femme dans l'entreprise, dans la société, et de manière globale, comment concilier vie professionnelle, vie personnelle, comment se positionner dans une équipe d'hommes, comment s'imposer dans une réunion majoritairement composée d'hommes, et finalement cette question de la justice sociale, parce qu'il s'agit de ça, et a pris le pas sur la question du harcèlement sexuel, qui était presque un détail, qui était presque un truc qui était marginal par rapport à un projet global de comment aujourd'hui j'arrive ou je parviens à une forme de parité ou de mixité homme-femme plus forte. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a associé le COMEX et les instances dirigeantes au sujet, et également les élus, d'une autre manière, peut-être de manière un peu plus officielle et un peu moins dans l'émotion pour le coup. L'idée, c'était, je perds mes mots. C'était de replacer la femme dans le dispositif et de lui permettre de reprendre la parole et de trouver sa place dans l'entreprise. Et une fois qu'on a déminé ce sujet, et une fois qu'on est allé au-delà, et une fois qu'on a obtenu de la part du comité de direction des engagements sur des chiffres en termes de parité, des chiffres en termes d'égalité salariale, on a pu passer au sujet suivant qui était, moi, en tant que femme, comment, à un moment donné, je me positionne quand je ne suis pas consentante. Et on est arrivé à la question du consentement, qui est la limite et la ligne jaune qu'on ne franchit pas dans la relation homme-femme entre professionnels. C'est-à-dire qu'on peut être dans la séduction, on peut être dans la blague, on peut être dans plein de choses. Pour autant, quand la personne n'est pas consentante, je m'arrête. Et aujourd'hui, toutes ces discussions, ça fait quelques mois qu'on travaille sur ces sujets, ont amené à une meilleure considération à la fois de la part des hommes et des femmes de ce qu'était cette frontière qu'on ne devait pas dépasser. Mais encore une fois, on est passé par des phases qui étaient assez variées et différentes. Donc on a vu que cette question de mettre en place des groupes de parole de femmes, comme dans certaines organisations mettent en place d'abord des réseaux de femmes pour favoriser à terme la mixité, ce qui n'est pas forcément évident en disant mais pourquoi laisser les femmes parler entre elles et en général après élargir le cercle, c'est qu'on voit que ça peut être un moment de libération de la parole qui ensuite a vocation à ne pas rester enfermé, mais c'était visiblement une bonne pratique qui surprenait un certain nombre de participants, mais qui s'avérait exacte. Sophie Mariot-Michaud. Deux expériences. L'expérience SANEF, nous avons retravaillé sur les missions, les tâches, les activités, parce que les tensions relationnelles hommes-femmes dans la situation que nous traitions étaient aussi liées au fait que le manager laissait du flou sur les attributions de chacun et de chacune. Du coup, ça se cristallisait, ça se crispait au niveau du travail. Et concernant le collègue actuellement qui est membre de la NDRH et qui est dans une situation de signalement de harcèlement en tant que DRH, lui, il a pris aussi cette option de remettre de la clarté dans qui doit faire quoi en termes de travail. Et pour que la blague de potache autour de la Saint-Valentin 2016, qui n'était pas dramatique, mais qui a été mal portée par différentes personnes, il y a eu des cadeaux qui n'étaient pas compris par les uns et les autres, se traduisent par ok, il peut y avoir des moments d'amitié, des moments de convivialité, mais professionnellement, qu'est-ce qui est attendu par chacun ? Mais eux ne sont pas passés par la séquence travail.
Alors, on a vu la séquence théâtre formation. Alors, on a vu que cette question touchait plus généralement la question de l'égalité femmes-hommes, raison pour laquelle un certain nombre de situations sont mobilisées dans le cadre des réflexions ou des actions menées sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. On voit qu'il faut sortir de l'isolement. On ne peut pas traiter ce sujet sans mobiliser les managers, sans mobiliser la direction et sans mobiliser non plus les représentants du personnel qui doivent être partie prenante. Un des résultats du groupe de travail, c'est d'expliquer que pour eux aussi, c'était pas forcément évident. La féminisation, elle est aussi compliquée à gérer pour les instances représentatives du personnel, et qu'il y avait la nécessité de trouver néanmoins un moyen de les embarquer pour être des relais, pour être porteurs aussi de ce sujet. Ils le sont parfois, mais c'est aussi un élément important. Fanny Jeune, est-ce que vous pouvez témoigner de la façon dont vous avez essayé de les embarquer ? Alors, avec tout le respect que j'ai pour mes élus, que je côtoie quasi quotidiennement, moi, j'ai intégré le volet harcèlement sexuel dans le règlement intérieur de manière complètement mécanique, automatique, sans y mettre ni volonté personnelle, ni d'entreprise. Je l'ai traité comme un point supplémentaire dans un règlement intérieur, et les élus avec lesquels j'ai revu ce règlement intérieur l'ont fait de la même manière. Et quelques mois plus tard, quand on a réabordé le sujet du harcèlement, je me suis dit, mince, en fait, on a traité ce sujet, on l'a intégré, on a fait une annexe particulière et on n'en a rien fait. Donc, je suis revenue sur le sujet quand il est revenu à l'ordre du jour en disant, finalement, on l'a traité sans le traiter, comment on l'incarne, et on a profité justement des élections du CSE avec la nouvelle obligation de nommer un référent pour faire le lien avec ce qu'on avait fait précédemment. Ça a pas pris, c'est-à-dire que c'est un sujet. Alors après, je pense que c'est notre structure qui est ainsi faite, et d'autres problématiques qui ont été ajoutées dans les réunions de CE qu'on peut avoir, enfin en tout cas nos réunions avec les représentants du personnel. Moi, mon témoignage, c'est que ce seront des ambassadeurs, mais ils le font parfois, s'ils n'ont pas cette sensibilité-là, contraints. Et je ne suis pas persuadée aujourd'hui que, pour le coup, ils aient à la fois la sensibilité, la maturité, l'intérêt, la volonté de porter ce sujet, encore une fois, avec cœur et avec envie et avec conviction. Donc je suis plus nuancée. Je les associe, je me dis le temps, j'imagine, fera son travail. Mais, pas sûre. Mais je crois plus dans la volonté collective, dans la sensibilisation et dans le fait d'en parler, de démystifier, que dans le cadre d'une loi ou en tout cas d'une obligation qui serait liée à leurs activités de représentants du personnel. Donc, ce qu'on a vu, la difficulté de dire une fois qu'on l'a mis dans le règlement, une fois qu'on l'a mis dans l'accord égalité, qu'est-ce qui fait que concrètement il y a une vigilance de tous et qu'on est prêt à réagir si jamais ça n'est pas opérant. Sophie Mario-Michaud, de la même façon, sur cette question de la mobilisation des IRP, on l'a vu dans le cadre de l'enquête, mais plus largement. Ça n'a pas marché. Ils ne sont pas matures, donc j'ai le même point de vue. Pourtant, historique. Sur la durée, il y a eu plusieurs séquences où je les ai sollicités, qu'ils soient du côté de Metz, du côté de Reims. À chaque fois, une posture de « oh là là, traité, faites un CHSCT atypique sans les représentants syndicaux qu'avec les élus pour que ça ne fasse pas trop de vagues », c'était ce qu'on me demandait. Et un grand manque de formation. Ils ne suivent pas de formation sur le sujet. Je trouve que soit c'est parce que c'est un sujet avec lequel ils sont comme une poule devant un couteau, ils ne savent pas quoi faire et ils s'éloignent, ou alors parce que leurs électeurs ne sont pas des personnes avec lesquelles il y a suffisamment de confiance pour qu'il y ait du dialogue. En tout cas, avec 7 organisations syndicales de Paris à Strasbourg, 2 CHSCT et une bonne vingtaine d'années à SANEF, aucun n'a vraiment porté un sujet. Merci, donc c'est déjà un grand merci pour la sincérité de vos propos, parce que sur ces sujets-là, on voit que c'est pas évident et qu'on peut facilement dire le dialogue social résoudra le problème, la loi va changer le monde et les RH sont tellement volontaires que tout ira pour le mieux. Or, c'est en prenant les situations telles qu'elles sont qu'on pourra faire vraiment changer le monde tel qu'il est. Donc merci beaucoup pour la sincérité de vos propos. Je vous propose de faire une petite séance de questions-réponses pour ceux qui le souhaiteraient.
pour poser peut-être des questions sur des éléments que vous avez abordés, des questions précises sur la mise en place du règlement intérieur, comment est-ce qu'on fait le jour d'après, sachant qu'on aura après aussi encore une séance de questions-réponses après l'intervention de nos experts qui vont donner un nouvel éclairage encore sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres là tout de suite et qui correspond à la situation des deux intervenants qui sont venus témoigner? Et je vais vous demander de décliner votre nom, prénom et votre profession pour que... Oui, Hervé Gilnez, secrétaire général Action Logement. J'avais une question sur la méthodologie. Là. Face à une situation en fait, de harcèlement, on pourrait en fait aussi demander qu'il y ait un cabinet extérieur qui vienne faire l'enquête. Parce que c'est vrai que de mettre en place une enquête en interne... la confiance ne s'installe pas forcément. Il n'y a pas peut-être toujours l'objectivité requise, parce que le contexte est toujours assez complexe. Et c'est vrai que de faire appel à un cabinet externe, il y en a, ça peut répondre en tout cas, ou en tout cas ça donne peut-être plus d'objectivité. Est-ce que vous avez eu cette expérience peut-être aussi dans l'une ou l'autre de vos structures maintenant ou antérieurement? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi plutôt de le traiter en interne alors? Ça nous est arrivé de faire appel à des cabinets pour des situations plus de harcèlement moral, où dans certains cas, le cabinet était missionné pour accompagner chacun des deux interlocuteurs pour apprendre à vivre ensemble, puisque la mobilité géographique, je reviens sur le sujet, je n'ai pas cette baguette magique pour éloigner les personnes. Il y a eu des beaux succès. Il y a eu aussi des situations cocasses où nous nous sommes retrouvés avec un délégué syndical qui débarquait dans l'histoire comme s'il était partie prenante aussi du dispositif. Tout dépend du prestataire que l'on trouve et de la charte et du suivi et de la confiance qu'on a les uns avec les autres. Tout est possible. Il n'y a pas une façon de procéder idéale. Effectivement, est-ce qu'il y a une deuxième question avant qu'on passe au panel des experts? Bonjour mesdames, Philippe Turat, groupe Orano en charge de la diversité. Donc une question sur la notion de double peine. Donc vous avez parlé de la médecine du travail qui dit le plus simple c'est séparer. Par contre, très souvent, quand on engage un processus qui, quand c'est confirmé, aboutit à une sanction disciplinaire qu'on se doit de prononcer, très souvent le corps social dit « Ah mais c'était une blague ». Tu sais pas rigoler, et à cause de toi, il a été licencié. Donc comment vous... Et là, c'est une question, je dirais, qui dépasse l'entreprise. C'est tant que la société en général n'aura pas réussi à traiter ce sujet-là, on sera très souvent, je dirais, confronté à cette double peine où la personne, femme généralement, des fois ça peut arriver aussi au niveau des hommes, dans d'autres situations, d'une part, elle était victime de ce qui s'est passé, et après, on doit la faire bouger, et elle est stigmatisée, montrée du doigt par le corps social. Récemment, on a eu un licenciement d'une usine pour des comportements sexistes. L'équipe postée, quand elle l'a appris, a demandé que le consultant écoutant vienne parce qu'ils étaient déphasés qu'on ait pu licencier leurs collègues. Donc je pense que c'est une notion de double peine. Comment est-ce que vous réagissez sur ce point-là, s'il vous plaît ? Alors merci pour votre témoignage déjà sur la façon dont en entreprise on prend des mesures responsables. Est-ce que justement ce que ça pose comme nouvelle difficulté qu'il faut prendre en compte? Alors est-ce que vous avez vous-même été confronté à cette situation? Alors Fanny Jeune, vous avez dit que ça n'avait pas été l'occasion, mais Sophie notamment. Je l'ai plus vu en tant que conseiller prud'homme en section encadrement où nous voyons les personnes arriver et contester le licenciement. Et là, c'est une troisième histoire qui nous est présentée avec toute la capacité de s'exprimer qu'ont les avocats de transformer aussi l'histoire. Donc on part dans une autre galaxie. Et en tout cas, c'est beaucoup de souffrance à chaque fois et d'empilement. C'est une sorte d'empilement d'étapes qui ne sont pas digérées, pas comprises et qui arrivent devant les prud'hommes qui nous demandent d'évaluer. Je ne peux pas dire plus par rapport à la double peine. En tout cas, se pose la question, et ce sera peut-être le débat après, sur comment on communique en interne quand il y a un tel événement, qu'est-ce qu'on dit. Ça m'est arrivé quand même dans certains centres d'exploitation de voir des manifestations de vœux de début d'année où les Alsaciens étaient d'un côté et les Mosellans de l'autre, entre guillemets, parce que ça crée des clans et des groupes qui ne se parlaient plus beaucoup. Et ça met du temps à se retisser.
Je dirais que de manière plus globale, c'est le jeu entre la victime et le coupable. Hein. C'est-à-dire que la victime oublie qu'elle est victime parce qu'elle a peur des représailles, parce qu'elle a peur des conséquences, parce qu'elle se dit... Moi, j'ai eu le cas, on n'est pas allé jusqu'au harcèlement sexuel, d'une relation entre un manager et son manager. La personne vient me voir, elle me dit il s'est passé telle chose, publiquement on m'a dit voilà, tel et tel mot, c'est inacceptable, je te le dis parce que tu es ma RH et que je veux que ce soit entendu, mais surtout tu ne dis rien. Et elle était en larmes et à un moment elle est victime et elle se sent presque coupable de dire les choses et c'est là qu'on on va sur le terrain de je suis une victime et je veux rien dire et j'ai pas ce sursaut d'aller parler parce que j'ai peur et que finalement est-ce que c'est pas moi qui ai cherché, est-ce que je suis pas responsable de ce qui m'arrive, enfin et moi modestement j'essaie de les faire, en tout cas les victimes ou ceux qui parlent, de les sortir de cette culpabilité de parler. Et la double peine, à la limite, moi, je leur dis, c'est pas mon problème. Enfin, après, évidemment, sur le terrain, et ça a plein d'autres conséquences, mais dans la première, dans l'échange avec la personne qui vient parler, s'exprimer, je pense qu'il faut lever cette responsabilité du destin de l'autre qui est quand même à l'origine de la difficulté. Donc c'est ce qu'on voyait, le fait de dire s'il n'y a pas déjà une culture d'entreprise qui considère que c'est inacceptable, les procédures qui vont après vont être plus délicates. Il faut avoir bien préparer la façon dont on va le traiter pour que ce soit su, connu et que ça puisse être mis en place. Donc un travail très en amont, c'est ce qui était ressorti en disant on peut pas apprendre à traiter un cas de harcèlement sexuel. Il faut essayer de poser la question bien en amont sur la question plus générale de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour qu'au moment où un problème, une déviance apparaisse, on sache comment le traiter et que ce soit acceptable pour le corps social. Une dernière question où on passe au panel. Alors, merci de vous présenter, Madame Lair. Ma question, c'est, il me semble que c'est vraiment un sujet tout nouveau, qu'on ose à peine aborder. Hein, voilà. Est-ce que vous sentez dans vos expériences que les jeunes sont plus en capacité d'en parler que voilà, les personnes qui ont déjà été habituées à tout ça et qui finalement, ça nous passe au-dessus de la tête, quoi. Moi, je vois une vraie différence. Alors, je vois une différence déjà. Alors, si on revient à la genèse de l'égalité homme-femme, de femmes qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises et qui partagent les tâches. Enfin, en tout cas, quand on parle de charge mentale, etc., qui sont beaucoup moins concernées que nous. Enfin, en tout cas, les plus anciennes, qui ne comprennent pas qu'un homme ne puisse pas prendre son congé paternité ou voire parental, qui, quand l'enfant est malade, considèrent que c'est pas forcément à elle de rentrer à la maison ou d'aller chercher les enfants à l'école. Enfin, on ne peut pas tout ramener aux enfants, mais en tout cas que dans la répartition, c'est beaucoup plus équilibré et que dans la relation aux autres, professionnels, hommes ou femmes, il y a une limite, ou en tout cas, il y a un seuil d'acceptation qui est beaucoup moins grand que pour nous. Enfin, moi, j'ai le sentiment, dans les années passées, si je prends mon propre cas, avoir accepté des réflexions, des remarques qu'aujourd'hui, une jeune femme de 25 ou 30 ans n'accepterait plus. Et j'en suis même parfois gênée de me dire, nous, on a accepté d'être traités de cette manière-là, et je retrouve ce sentiment, est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas aussi créé les conditions de ce traitement ? Est-ce que, à force d'avoir ricané, d'avoir accepté qu'on fasse une blague sexiste, je vais pas m'en plaindre parce que j'avais qu'à mettre des limites plus tôt. Et oui, je sens que, et je le dis souvent aux managers hommes plus anciens, faites attention parce que elles n'auront pas la même acceptation de la petite blague sexiste. Je sais pas, Sophie. C'est les mêmes sentiments, mais je suis un petit peu plus nuancée si on regarde les populations de CDD précaires qui sont un peu plus accrochées à la survie économique et qui du coup se glissent dans l'anonymat. Et ça, c'est un point qui est ressorti aussi des échanges, le fait de dire la RH profession féminisée, qui parfois se trouve seule à porter ces sujets au sein du comité de direction. Et je dévoile rien en disant qu'on a des témoignages de gens de RH disant, mais un peu dans ce que vous disiez, en disant mais moi-même, est-ce que j'accepte pas des choses parce que je suis au CODIR et que voilà, qui font que je me prive d'une première limite qu'il faudrait peut-être déjà mettre. Et donc c'est une prise de conscience parfois difficile pour la RH. Madame la députée avait peut-être une question. En
tout cas, j'en ai une à titre. Ma question est qui rebondit un petit peu sur ce que Sylvie disait. Est-ce que vous disiez, est-ce que finalement, pour asseoir un peu plus largement cette question de la responsabilité dans l'entreprise, de ces questions d'égalité femmes-hommes, mais également évidemment de harcèlement sexuel, la question d'un réseau constitué dans l'entreprise, qui ne soit pas d'ailleurs uniquement constitué dans cet objectif-là, d'ailleurs je pense que ça serait probablement plus intéressant qu'il ne soit pas que dans cet objectif-là créé, ne pourrait pas être une assise intéressante pour accompagner l'entreprise et le RH dans cette acculturation finalement, qui viendrait évidemment répondre à la question légale du référent, mais aller au-delà et dans un sens beaucoup plus pratique, beaucoup plus long terme, beaucoup plus efficient aussi, de se dire, au fond, on partage une démarche dans l'entreprise, on partage une culture d'entreprise qui ferait que sur quelques sujets, ce réseau-là travaillerait, réfléchirait, voilà, et sèmerait finalement des principes de valeurs aussi qui sont importants pour l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu discuter et qui vous semble intéressant ? Alors, pour le cas de Veralia, c'est tout à fait ce qu'on a imaginé. Au début, ce travail de réflexion a commencé à Paris, en France. En échangeant avec notre secrétaire général, il nous a dit, mais pourquoi, il est porteur de ce projet, il nous accompagne, pourquoi vous n'organiseriez pas une espèce de communauté de femmes européennes, c'est-à-dire élargir et sortir des frontières nationales pour créer cette adhésion autour d'un projet peut-être de transformation culturelle, parce qu'on en est presque là, et sponsorisé par notre CEO, parce que ça passera aussi par là, et je suis convaincue que sans son support, on mettra beaucoup plus de temps, enfin, je l'imagine. Et l'idée, c'est aussi d'intégrer des hommes pour pas en faire un espèce de mouvement sectaire féministe qui pourrait être contre-productif, parce que n'embarquons pas non plus les managers qui ont aussi un rôle au quotidien. Donc oui, je pense que c'est tout à fait pertinent. Ouais. Au sein du groupe, ça n'est pas la priorité aujourd'hui au sein du comité de direction. En revanche, au sein de l'ANDRH Champagne, j'ai un certain nombre de RH qui souhaitent qu'on ait un atelier en avril 2019 sur le sujet pour qu'ils ressortent avec des outils et qu'ils puissent échanger leurs questions, leurs priorités entre nous, entre pairs. PAIRS. Merci. Alors maintenant, je vous propose de poursuivre ces échanges. Et encore, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci pour la sincérité de votre partage, qui, je pense, reflétait bien la nature des échanges. Je vous prie de rester ici, des échanges qu'on a eus pendant ces séquences. Je tiens à cette occasion à remercier Laura Torgeman et Laure Ajar, qui sont les chefs de projet au sein de l'association, qui ont aussi contribué à l'organisation, à la formalisation et à la synthèse. Donc vous pouvez aussi les applaudir. Voilà. Merci.